Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, au Tchad, proposition de renouveler pour 24 mois le gouvernement de transition. C'est la commission ad hoc mise en place par le présidium du dialogue national inclusif et souverain qui a émis cette suggestion qui n'a pas fait l'unanimité durant les assises. Le procès tant attendu de l'ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara, renvoyé au 4 octobre en Guinée. Un ajournement à la demande des avocats de la défense qui demandent plus de temps pour mieux se préparer. Des détails à suivre dans ce journal. Et enfin, l'élevage d'escargots prend de l'envol en Côte d'Ivoire. De plus en plus de fermes y sont dédiées à l'héliciculture en raison de la forte consommation de ce mollusque. On ouvre ce journal avec le Burkina Faso. Des tirs ont été entendus ce matin autour du camp militaire de Babassi, camp qui abrite le quartier général du MPSR à Ouagadougou. Le signal de la télévision nationale a par la suite été coupé et pour l'heure, la situation sur place reste confuse. On sait en revanche que des soldats ont été déployés autour de plusieurs points stratégiques de la capitale. Selon une source sécuritaire, il s'agirait de revendications. Notons que ces tensions interviennent dans une situation sécuritaire difficile. Cette semaine encore, l'attaque d'un convoi dans le nord du pays a coûté la vie à 11 soldats et fait une 50aine de disparus civils. Et ce jeudi 29 septembre, des dizaines de protestataires sont descendus dans les rues pour réclamer la démission de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Notons que ce dernier a invité la population à garder son sang-froid face à cette situation. D'après un communiqué de la présidence, des pourparlers sont en cours afin de rétablir le calme sur le territoire. Et si le gouvernement de transition tchadien a été renouvelé pour une période de 24 mois, c'est une proposition faite par la commission ad hoc mise en place par le présidium du dialogue national inclusif et souverain. La proposition a été source de tensions durant le dialogue puisqu'elle ne fait pas l'unanimité. Les détails avec Mahamad Ramadan. Au Tchad, la commission ad hoc mise en place par le présidium du dialogue national inclusif et souverain propose de renouveler la transition pour une période de 24 mois. Elle estime que la première phase de la transition a permis aux autorités de renforcer la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. La seconde phase, qui débutera après le dialogue, sera consacrée à l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Une proposition qui n'a pas fait l'unanimité pendant les assises. Donner encore 24 mois au président du CMT qui devient président de transition et avec tous les pouvoirs. C'est lui qui doit désigner son premier ministre. Il peut le révoquer comme il veut, il peut révoquer les membres du gouvernement comme il veut. C'est lui aussi qui détient toutes les forces de la nation, c'est-à-dire les forces de répression, les forces militaires entre les mains. C'est un peu difficile. Au titre de la forme de l'État et du débat contradictoire qu'elle a suscité lors des assises entre les participants du dialogue national inclusif et souverain, la commission a suggéré de laisser le peuple se prononcer par voie référendaire sur le choix entre le fédéralisme et l'État unitaire décentralisé. Certains accusent les élites au sommet de l'État de profiter de la forme actuelle de l'État qui est à mi-chemin entre l'État unitaire et la décentralisation. La question de la forme de l'État est une question très sensible. Sensible à ce point qu'il y a un groupe de partisans de l'État unitaire qui ne vivent que sur le dos de l'État, qui sont en train de tenir vaille que vaille à cette forme de l'État. La grande majorité qui souhaite essayer, expérimenter la fédération n'est pas d'accord avec cette conception de l'État jacobin, un héritage de la France. Par ailleurs, la commission a proposé un mandat présidentiel de 6 ans renouvelable une seule fois et sans possibilité de modifier cette disposition, même par voie législative et référendaire. Elle propose également la dissolution du Conseil militaire de transition et un statut particulier pour ses membres pour les services rendus avec la possibilité d'être éligible aux prochaines élections. Notons que dans un communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a réitéré ce jeudi 29 septembre 2022 son appel aux autorités de transition tchadiennes à respecter la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition. Il a par ailleurs rappelé qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pourra être candidat aux prochaines élections. La médiation de la CEDEAO au Mali a-t-elle porté ses fruits? Rien n'est moins sûr puisque le président ghanéen Nana Akufo-Addo, le chef d'État gambien Adama Barrow, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey et l'ex-président nigérian
Goodluck Jonathan, venu négocier la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pour atteinte à la sûreté de l'État, ont quitté Bamako ce jeudi sans aucune déclaration officielle. Les médiateurs se sont pourtant entretenus à huis clos avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, mais rien n'a été filtré en termes de conclusion ou prise de décision concernant l'affaire qui cristallise les tensions diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. 13 ans après les faits, un procès historique et médiatisé s'est ouvert le mercredi 28 septembre dernier en Guinée. Il s'agit du procès de l'ancien chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara et de 10 autres anciens responsables politiques et militaires. Tous étaient présents lors de l'ouverture de l'audience ce mercredi, mais sitôt ouvert, le procès a été reporté au mardi 4 octobre à la demande de la défense, Cheikh Omar Camara. 13 ans après l'effroyable massacre qui a fait plus d'une centaine de morts en Guinée, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et ses anciens collaborateurs ont fait face au juge. Le procès tant attendu de la tuerie du 28 septembre 2009 qui avait fait plusieurs victimes lors d'un rassemblement de l'opposition s'est ouvert mercredi 28 septembre à Conakry. Le capitaine Dadis Camara et des anciens collaborateurs sont accusés d'une litanie de crimes de violence sexuelle, actes de torture, enlèvement et séquestration, incendie et pillage. Donc au regard de ces accusations portées à son encontre et à l'encontre de ses co-accusés, je pense que la volonté qui se cache derrière ce procès, c'est d'aboutir non seulement au triomphe de la justice, à la manifestation de la vérité, mais aussi à la réparation des dommages subis, enfin la garantie de non-répétition. Après ce procès d'envergure où la responsabilité de Moussa Dadis Camara est engagée, les victimes de ce massacre qui avait fait plus de 150 morts et une centaine de femmes violées en plein jour espèrent enfin connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce lundi noir du 28 septembre 2009 au stade éponyme. La responsabilité de Dadis peut être au niveau moral. Vous savez, au moment des faits, il était le chef de la junte, il était le président de la transition et il était le président du CNRD, donc les putschistes qui se sont emparés du pouvoir le 23 décembre 2008 à la suite de la mort de l'ancien président Lansana Conté le 22 décembre. Donc je pense que du point de vue responsabilité au sommet de l'État, Dadis a quand même une responsabilité morale. Maintenant, c'est à la justice de déterminer véritablement quel est son degré d'implication dans ces massacres. Maintenant que les présumés responsables du massacre sont traduits devant les tribunaux, les victimes peuvent enfin espérer obtenir justice après 13 années d'une interminable attente. Le procès qui doit reprendre mardi 4 octobre reste jusqu'ici ouvert aux médias malgré des réserves émises par la défense. Des élections paisibles, c'est ce que souhaitent 4 des principaux candidats à la présidentielle au Nigeria qui ont en ce sens adhéré ce jeudi à un pacte de paix lancé par le Comité national de la paix. Notons que le président de la commission électorale nationale, Mahamoud Yakubu, a insisté pour que les protagonistes s'engagent à respecter les dispositions du document. Pour rappel, 18 candidats sont en lice pour le scrutin qui aura lieu le 25 février prochain. La campagne, qui s'est ouverte officiellement ce mercredi, durera 5 mois. Ils souhaitent fuir la pénurie alimentaire et trouver du travail, des soins de santé ou encore une éducation stable. Certains jeunes Soudanais sont intimement convaincus qu'un meilleur avenir les attend en Égypte. Et pour mieux les aider dans leur ambition de voyage, plusieurs agences sont mises à leur disposition. Un sujet d'Anthony Atangana. Et si l'espoir se trouvait du côté de l'Afrique du Nord, et plus précisément en Égypte, c'est en tout cas l'avis partagé par de nombreux Soudanais en recherche d'une meilleure situation de vie. C'est dans le quartier Al-Souk Al-Arabi, en plein centre de Khartoum, que de nombreuses agences de voyage viennent apporter leur aide à de jeunes Soudanais afin que ces derniers puissent se rendre dans le pays des pharaons, et ce, dans l'optique de trouver du travail, des soins de santé ou alors une éducation stable. C'est le cas de Mohamed Abdel Mouniem qui souhaite inscrire son frère dans une université en Égypte. Le pays a d'innombrables problèmes. Le calendrier des universités a de nombreux problèmes. Si l'université prend généralement 4 à 5 ans, elle prend maintenant de 6 à 7 ans selon ce que vous étudiez. C'est l'un de nombreux problèmes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ces gens souhaitent étudier à l'étranger.
Depuis le coup d'État militaire qui a vu l'ancien président soudanais Omar el-Béchir renversé en avril 2019, le Soudan est au bord de l'effondrement. Avec une économie en chute libre, les pénuries alimentaires qui touchent un tiers de la population soudanaise et l'insécurité généralisée, le nombre de voyageurs soudanais vers l'Égypte est croissant. Adel Othman, chauffeur de bus, estime que le nombre de jeunes passagers a doublé par rapport à l'année dernière. Le nombre de bus varie entre 15 et 20. Pendant le ramadan, ils augmentent et parfois ils descendent de 15 à 12 et peuvent augmenter jusqu'à 25 durant certaines saisons. Quand nous avons commencé au début, il n'y avait que quelques bus, genre 5 ou 6. Pour rappel, l'Égypte, qui abrite déjà une communauté soudanaise estimée à 4 millions de personnes, propose peu d'emplois lucratifs tels que les migrants soudanais recherchent traditionnellement dans le pays du Golfe, mais reste une destination plus facile d'accès et souvent plus familière pour ces derniers. À noter qu'il n'existe pas de chiffres officiels qui indiquent les tendances migratoires récentes du Soudan vers l'Égypte. La Côte d'Ivoire s'engage dans la préservation de ses ressources forestières, la plupart menacées par des infiltrations pour la culture du cacao, entre autres. Sa politique forestière consiste à porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national d'ici à 2030. Mais comment les autorités comptent-elles atteindre cet objectif? Élément de réponse dans ce sujet de Amenedi. Selon un rapport sur la résilience des communautés en vue de la régénération du couvert forestier ivoirien, il ressort une forte baisse de la déforestation avec 2487 hectares dégradés en 2018 contre 167 en 2021. En effet, la Côte d'Ivoire veut restaurer 33% de la forêt classée du Cavali d'une superficie de 67 541 hectares qui subit les menaces d'infiltration pour la culture du cacao et leur paillage clandestin. 3 séries de mesures sont envisageables dans ce contexte. La première est d'ordre institutionnel. En effet, il s'agit de faire appliquer les lois et règlements de la République, bien évidemment avec une surveillance accrue et des contrôles réguliers. La deuxième mesure est destinée aux communautés locales, car il s'agit de sensibiliser les populations, de leur faire prendre conscience de l'intérêt de préserver la ressource forestière. Mais en revanche, il faudrait que l'État mettre en place les mesures compensatoires afin d'éviter qu'il y ait un manque de mobilisation générale autour de cette question. Selon le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, en janvier 2018, 42% du couvert forestier de la forêt classée du Cavali avait été perdu. Cette ressource naturelle abrite des espèces menacées d'extinction, d'où l'importance de sa protection et de sa restauration. Ainsi, un projet pilote a été financé par la filiale agroalimentaire Nestlé et mis en œuvre par l'ONG Earthworm Foundation, visant à mettre en place une chaîne d'approvisionnement responsable. Enfin, une troisième mesure pourrait être celle d'inciter les entreprises du secteur forestier à intégrer dans leurs pratiques les normes internationales de responsabilité sociétale de manière volontaire, bien entendu. Exemple, la norme ISO 26000 qui prévoit dans l'un de ses chapitres la préservation des espaces naturels ainsi que la protection de la biodiversité. L'objectif visé à long terme est d'avoir zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pour y parvenir, le reboisement reste l'un des engagements de la filiale qui lutte par ailleurs pour un cacao plus durable. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 70% de son couvert forestier entre 1960 et 2015, passant de 12 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares en 2021. L'héliciculture, une filière peu connue mais qui pourtant gagne du terrain en Côte d'Ivoire. L'élevage de l'escargot géant africain est en effet en plein essor. Les fermes dédiées à cette activité se multiplient alors que la déforestation gagne du terrain et réduit leur habitat naturel. Les entrepreneurs se taillent un marché de niche rentable avec une demande estimée à environ 250 tonnes par an. Un sujet de Gladys Mwamba. L'élevage d'escargots prend de la vitesse en Côte d'Ivoire, malgré la déforestation qui réduit leur habitat naturel. En quelques années, les fermes dédiées à l'héliciculture, non données à l'élevage d'escargots, se sont multipliées. 1200 élevages d'escargots ont vu le jour et près de 6000 personnes ont été formées à cette activité, à l'instar de Bernus Bleu, qui s'est lancé dans cette filière depuis 2017. Si on a plus de producteurs, le coût de l'escargot sur le marché va baisser. Et plus on a des escargots aussi,
Les producteurs aussi qui s'exercent à l'activité peuvent gagner leur pain, peuvent gagner leur vie et pouvoir mettre l'escargot sur le marché. Car les gastéropodes mettent l'eau à la bouche des plus gourmands, créant ainsi un juteux marché de niche. 1 kilo d'escargot se vend 2 fois plus cher qu'1 kilo de bœuf, commercialisé à environ 2500 francs CFA sur le marché, soit près de 4 $ selon les professionnels du secteur. L'escargot est de loin du caviar aujourd'hui. C'est une viande assez prisée qu'on ne peut pas comparer à la viande de bœuf. Selon certains spécialistes, en l'espace de 5 ans, la consommation totale d'escargots en Côte d'Ivoire serait passée de 7 tonnes métriques à 21 tonnes métriques, avec une demande estimée à environ 250 tonnes par an. L'objectif étant à long terme de garantir une plus grande sécurité alimentaire. Mais l'utilisation de ces mollusques ne s'arrête pas qu'à leur simple consommation. Leur bave est utilisée pour fabriquer des produits cosmétiques. De plus en plus prisés, l'escargot géant africain joue désormais dans la cour des grands. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.